Ça va, vous avez eu le temps de lire un petit peu ça? Non. Oui. Vous avez compris? Il y en a qui ont compris ce qui était écrit là? Moi, j'ai rien compris. Je crois que c'est vraiment le bullshit de Bitcoiner. Je comprends rien du tout. Ça voulait rien dire du tout. Et j'ai l'impression que quand on reprend un petit peu la littérature, disons, populaire sur les réseaux, que quand on parle de Bitcoin et quand on parle d'entropie, il y a une idée générale qui se dégage. C'est que j'ai l'impression que la deuxième loi, je sais pas quoi, de moule. Voilà. C'est ça le résumé. Alors, petit clin d'œil à Urban Tech 21 qui m'a donné envie de faire cette présentation. Dans un de ses épisodes de podcast, il fait une lecture du livre de Valérie Chalitz, L'entropie démystifiée, le chapitre sur la monnaie. Je l'encourage, je trouve ça. Qu'est-ce qui m'a appris de faire cet exposé? Qu'est-ce qui m'a appris de vouloir expliquer la métrique de la complexité sans formule? Après une journée de boulot, après l'apéro, dans un bar, à une bande de bitcoiners qui, on les connaît, ne croient en rien comme personne. C'est pas gagné. C'est un petit peu un suicide sur scène. Allons-y. Ce qui est bien avec les bitcoiners, c'est qu'au moins, la valeur, c'est une énergie. Et ça, c'est un acquis qui est précieux pour la suite de la discussion. Certains d'entre vous ont peut-être pas vu ce mot, entropie, n'ont jamais rencontré ce mot. Il y en a qui n'ont jamais vu ce mot-là. Entropie. Voilà, tout le monde a un petit peu une personne. Non, moi je n'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu ce mot-là. J'ai été le voir il y a 2 minutes. Et est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec la plupart des notions qui sont habituellement attachées à cette sémantique? J'imagine que c'est assez classique. Alors pourquoi je serais légitime à vous parler d'entropie? Moi je suis Toubib, je suis docteur, je fais des cataractes, c'est l'essentiel de mon travail. Mais finalement c'est ça, la cataracte c'est de la diffusion. La diffusion, finalement c'est une autre entropie. Et opérer des cataractes, finalement, c'est enlever de la diffusion dans les yeux des gens et enlever de l'entropie. Réduire l'entropie dans la vision des gens, finalement, c'est simple. Et alors, en médecine, ce qui est bien, c'est qu'on fait un petit peu de chimie. Donc, l'entropie de Boltzmann, on fait l'entropie de Gibbs, on fait un petit peu de biologie, on y réfléchit en tout cas. La négantropie de Schrödinger, l'entropie des écosystèmes, l'entropie de l'évolution. Il y a toutes sortes de chapitres là-dessus. Et après, après la médecine, j'ai fait une école supérieure d'optique et j'ai fait aussi un petit peu d'IA. Et on se rend compte que dans l'IA, c'est essentiellement des modèles qui sont basés sur l'entropie, ou les métriques au moins sont basées sur l'entropie. Enfin, c'est un sujet qui revient souvent. Et alors, quand on commence à discuter un petit peu avec des amis bitcoiners de Bitcoin, de cet objet qui a plusieurs facettes, j'ai l'impression que les informaticiens en ont fait un objet informatique, que les économistes en font un objet informatique. Et justement, c'est ça. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que les financiers en fassent un objet financier et que les économistes, et que les politiciens en fassent un objet purement politique, quoi. Laissons un petit peu les physiciens et les biologistes en faire un objet aussi physique et biologique. Alors finalement, la définition la plus classique que vous connaissez de l'entropie, il y en a une que vous connaissez et que tout le monde connaît et que tout le monde répète. C'est le désordre, c'est la mesure du désordre. Je pense que dire que c'est la mesure du désordre, c'est un petit peu s'attendre à se prendre les pieds dans le tapis à un moment ou à un autre. On va essayer d'aider un petit peu à préciser ces choses. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui connaissent les 3 lois de la thermodynamique. Il y en a un qui est capable de les balancer, les 3 lois de la thermodynamique. Alors, les 3, la troisième, elle est un peu bizarre. Elle est variable, ouais. La première, conservation de l'énergie. Et la deuxième, c'est que l'entropie d'un système fermé est droite. Ouais. Et la troisième, c'est qu'elle vaut 0 quand Exactement. Tu peux pas sortir, tu peux pas gagner, tu peux pas tricher. Voilà. C'est ça, l'énergie se conserve, l'entropie augmente. C'est ça la deuxième loi, je sais pas quoi. Et l'entropie du cristal froid est nulle. Pas tricher. C'est Sadi Carnot. C'est celui qui a eu l'intuition finalement qu'il n'y avait pas de mouvement perpétuel, parce que dans l'énergie du feu, il y aurait forcément un rendement. Ce rendement n'était pas parfait, qu'il y avait des pertes. C'est ça son idée. Et c'est Clausius qui a mis des mots sur ce phénomène, et il a utilisé le mot Unordnung pour décrire l'entropie. Et à partir de là, je ne sais pas ce qui se passe sur le plan sémantique, culturel, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des mystiques qui sont friands de ce genre de concept physique un peu flou. Et du coup, il y en a plein qui se sont insérés là-dedans avec leur moralité. Je ne pense pas qu'ils l'utilisent pour
pour décrire le monde tel qu'il est réellement. Je pense qu'il l'utilise surtout comme un outil de convaincre. Pour convaincre, donc vous allez retrouver des religieux, vous allez retrouver des socialistes, des communistes. Je vous encourage à aller vous intéresser à cette expérience de pensée de Maxwell, le démon de Maxwell. Parce que très tôt, en fait, il a l'intuition que l'entropie est indissociable de l'information. Au même moment, c'est Boltzmann, la mécanique statistique, qui lui propose de dire que l'entropie, finalement, c'est dénombrer les micro-états. Alors, c'est quoi les micro-états? C'est en gros se poser cette question, c'est de combien de façons différentes vous pouvez arranger les constituants d'un constitué, et combien de façons différentes vous pouvez faire ça. En gros, s'il y a peu de façons de le faire, il y a peu d'entropie. S'il y a beaucoup de façons de le faire, il y a beaucoup d'entropie, en résumé. Gibbs, c'est très important, Gibbs, parce qu'il a dit deux choses. Il a dit que l'entropie, c'était une énergie à un facteur près, la température. Et que l'énergie totale d'un système, c'était l'énergie libre, on va en reparler, et l'énergie liée à l'entropie. Von Neumann, c'est mon chouchou. L'entropie de Von Neumann, c'est... en gros, il a touché à tout, hein, projet Manhattan, informatique. Et surtout, il décrit son entropie, qui est une façon de mesurer l'information montante, et en particulier l'implication dans un système quantique. Et on l'utilise pour les graphes, pour les réseaux complexes. Shannon, qui doit être assez populaire dans le milieu du code. Je pense que tout le monde le connaît. Kolmogorov aussi, finalement, la complexité Kolmogorov, l'entropie dite de KS. Prigogine, on en parlera après. Salis généralise l'entropie pour toute distribution, ça a vraiment son intérêt. Son copain Murray Gell-Mann, le génie parmi les génies. En gros, l'interaction forte, la chromodynamie, les quarks, on fait quelque chose de très compliqué, quelque chose de très simple. Et il est connu pour l'amnésie de Gell-Mann. Normalement, les préviens, ils connaissent un petit peu cette amnésie de Gell-Mann. Il faut imaginer Gell-Mann en train de lire son journal. Physicien hors pair, quoi. Qui lit et qui tombe sur un article de physique quantique. Et de ligne, il comprend que le journaliste ne maîtrise pas trop pour le sujet, quoi. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Et il continue à lire son journal. De tout autre sujet, rédigé par la même équipe de journalistes et qui n'est pas plus performant que les sachants en économie, en politique. Et pourtant, il continue à lire son journal. C'est ça l'amnésie de Gell-Mann. Ou la folie de Gell-Mann. Et il a créé une interdiscipline qu'il appelle Leptix. C'est l'interdiscipline de la complexité. Finalement, c'est ça me parle d'entropie. Et il encourage les collaborations et l'analogie. Alors, c'est ça, les analogies. C'est ça qu'on va faire. Je vais vous faire bosser et on va faire des analogies. Et il a fait une inéquation très simple. Et cette inéquation avec son collègue Lloyd. Voilà. Et c'est essentiellement la seule formule qu'on va utiliser, la plus simple pendant une heure. Je ne peux pas ne pas citer Jane Goddard. Ouais, il fallait la placer. C'est pas Vous vous rappelez que c'est dans les années 60, elle popularise l'aérobic. C'est complètement fou, l'ancêtre du fitness. Donc vous imaginez à la télé une fille qui se trémousse dans tous les sens. Et finalement, la blague de nerd, c'était ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait à part chauffer la pièce, quoi. C'est vrai, c'est une vie scientifique. Si vous regardez un petit peu, vous pouvez être sensible à la preuve de travail. Il y a du travail. Alors, ça y est, on va commencer à bosser. La complexité. Classons par complexité. À votre avis, laquelle de ces trois images est la plus complexe? La plus complexe. La plus complexe à décrire. Celle pour laquelle vous aurez besoin de plus de temps ou d'informations pour la décrire. La troisième. Celle qui raconte quelque chose. La pomme. Et celle qui a le plus de bruit. La troisième. C'est bon, maintenant on va pouvoir travailler un peu. Donc là, je vous ai classé des œuvres assez classiques sur la ligne du haut de complexité croissante, avec tout le respect que j'ai pour Rayman, sous monochrome blanc, zéro complexité, zéro narrative, zéro bruit. Et en bas, trois œuvres assez connues. Le Caravage. Le Caravage avec un sens assez lourd. Hein. Là, c'est son autoportrait d'alcoolique torturé. Et je vous ai choisi le Caravage parce que c'est le maître du clair-obscur. Donc, du coup, il y a des contrastes. Et regardez le noir, il est vraiment parfaitement noir, il n'y a pas de bruit. Avec un petit peu plus de bruit, vous découvrez Turner, le célébrissime Turner, c'est vraiment le précurseur du
de l'impressionnisme. Alors lui, il dresse des scènes portuaires, maritimes. Bon, normalement, c'est des bateaux à de large, quoi, ça. Bon, ça commence à être joué. Et à l'autre extrémité du Pollock, c'est simple, il s'est débarrassé du narratif. Une bonne idée. Du coup, les critiques sont en extase. Il n'y a que de l'émotion, ils sont submergés par l'émotion. Okay. Et les thésards essayent de calculer la dimension fractale des couleurs. Voilà. Il y a des c'est du chaos. Mais ce que je vais essayer de vous dire, c'est que finalement, la complexité, c'est le narratif plus le bruit. Finalement, quelque part, le signal, c'était un message plus le bruit. J'ose pas vous dire que l'énergie totale, c'était finalement l'énergie qui va être utile plus l'énergie qui va être perdue. C'est un peu ça que j'essaie de vous dire. Et que je vais essayer de vous dire pendant une heure. Alors, en data science, quand on essaie de modéliser, finalement, c'est déterminer des attributs et des paramètres pour expliquer une variable. C'est très facile de prendre la taille des gens et d'expliquer le poids. Encore mieux, la taille et le tour de poids de prime, on sera encore un peu plus précis pour décrire le poids des gens, très bien. Mais il restera toujours des petites erreurs, des résidus. Et ces résidus, on appellera ça l'aléatoire, une ignorance. Ben, c'est ça l'entropie finalement. C'est cette estimation de la quantité d'aléatoire dans le système. Alors l'inégalité de Gell-Mann, c'est ça. Donc le K, c'est pour complexité algorithmique de Kolmogorov. Le Y pour la modélisation, il appelle ça complexité effective. Donc, ils appellent ça. Et le I, c'est pour l'ignorance. C'est vraiment l'entropie. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le Y, pendant longtemps, j'ai cru que c'était le Y près. Il y a des data scientists, par exemple. Moi, je croyais que c'était le Y de Y près. Et en fait, non, c'est le Y de yield. Dans l'article, c'est le Y de yield. Et le yield, c'est le rendement de Sadi Carnot du début. Finalement, c'est ça. Quoi. Et je vous remets ce que vous voulez dire, en fait, Sadi Carnot, l'énergie totale, c'est l'énergie libre plus l'énergie liée à l'entropie. Ça va, c'est super simple. Quand vous prenez un modèle en data science, vous vous retrouvez avec un modèle qui est au début qui est peu performant. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'erreurs dans ses prédictions et il va falloir l'entraîner. L'entraîner, finalement, c'est dépenser de l'énergie pour réduire son erreur. Petit à petit, on va affiner les paramètres jusqu'à décrire au mieux la prédiction. Mais on va être confronté à la complexité. On ne peut pas réduire plus que la complexité logarithmique. Et souvent, c'est ce qu'on observe même sur des grands modèles. Aujourd'hui, c'est un énorme problème. C'est des coûts formidables. Thomas Yalom, il dit pour l'AMA 3, c'est $1 million. Pour l'AMA 4, $1 milliard. Il a fallu faire cracher le patron de Facebook pour $1 milliard pour l'AMA 4. Et en fait, on voit qu'on est bloqué par la complexité algorithmique. Alors, quand on a commencé à apprendre la physique newtonienne, on était très ravis, on avait des enfants, c'était des trucs des collégiens, on était contents avec des systèmes super simples, très efficaces, la modélisation très efficace, et il n'y avait aucun doute possible sur les trajectoires des objets. Et par contre, dans la vie quotidienne, des systèmes complexes, on en voit tous les jours, avec des modélisations très incertaines. Voilà. Alors, et beaucoup de bruit, beaucoup d'ignorance, beaucoup d'entropie. Mais ce n'est pas tellement à la seconde que c'est intéressant, c'est de façon dynamique. Imaginez une seconde plus tard, l'évolution prévisible de ce qui va se passer, la petite boule, elle continue à laisser sa pente, et on sait à peu près prédire, très bien même. Par contre, la position et la vitesse des micelles de lait est relativement aux particules de charbon du café, là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, une seconde après, de décrire la photo du mélange de lait dans le café. À l'extrême, vous prenez deux petits bouts de bois, deux petits clous, un tout petit peu de vitesse, 2 secondes, et vous ne pouvez plus rien prédire. C'est fini. Ben, c'est ça la deuxième loi, je ne sais pas quoi. La deuxième loi, je ne sais pas quoi, c'est que plus on s'écarte des conditions initiales, plus l'ignorance croît. L'ignorance croît d'autant plus que les conditions initiales sont plus incertaines. Dans le modèle simple, il y avait peu de doutes, il n'y aura pas beaucoup plus de doutes, il n'y en aura pas moins, il n'y en aura pas beaucoup plus. Par contre, quand vous partez avec un modèle qui est assez imprécis et qui part avec énormément de bruit initialement, vous attendez quelques secondes et évidemment, ça va croître de façon formidable. C'est ça le papier. Juste pour. On est obligé de faire juste ça, là, ce petit rappel. C'est l'aléa. L'aléa, ça veut dire
en latin, ça veut dire D. Hasard, en arabe, ça veut dire D. Et stochastique, Voilà, ça veut dire non. Ça veut dire deviner. Enfin, le divinatoire. Donc en fait, un modèle déterminé, c'est un modèle qui est compliqué, qui est décomposable, qui est répétable, qui est assez simple. C'est le royaume des techniciens. La pompe, elle ne pompe plus, on change la pompe, ça repompe, on décompense. Le modèle complexe, c'est un modèle qui a des interactions nombreuses, cachées, non linéaires. Là, ça va être beaucoup plus difficile de déterminer les choses. À l'extrême, on appellera ça un modèle complexe chaotique. On ne détermine plus rien, et là, on commence à halluciner. On retrouve des autosimilarités, de la fractalité, et là, on ne comprend plus rien. On n'est plus capable d'expliquer les lois qui dirigent ça. Pourtant, elles sont là, il y a des lois. Et quand vous cherchez la cause des causes, c'est toujours déterminé. Toujours une cause, on déroule comme ça. Oui, mais à la fin, vous vous retrouvez avec une myriade de particules qui sont responsables de tout ça. Sauf que dans le monde des particules, l'univers étant si cher qu'il n'a pas cette résolution. Il y a des paires de grandeur, donc vous ne pouvez pas exiger une précision arbitraire. Et là, c'est un endroit, dans l'infiniment petit, où tout est purement probabiliste. On ne sait plus. Donc peut-être que Dieu joue au domaine. Ou alors vous allez me dire, les trucs de Rayman, ça va s'enlever. On va parler de Dieu. Alors, très mauvais conseil. N'utilisez pas, ne choisissez pas vos mots vous-même pour la suite. C'est très mauvaise idée. L'idéal, c'est d'utiliser un processus non déterminé. Alors, certains utilisent la pièce. La pièce de monnaie 1 ou 0, vous la lancez 128 fois. Alors, il faut la lancer haut, la pièce. Pour que ce soit vraiment non déterminé. Sinon, vous laissez l'ordinateur choisir un nombre aléatoire pour vous. L'ordinateur, tout ce qu'il fait, c'est finalement récupérer des données environnementales, les collecter, les agréger, et il doit le hacher, j'imagine. Je ne suis pas spécialiste, mais ça doit être ça la solution, pour avoir une répartition homogène de toutes les probabilités. Et ça doit être un petit peu plus performant encore, je pense, que le jeté de pièces. Et après, pour vraiment les obsessionnels, vous pouvez utiliser un processus indéterminé. Vous imaginez un processus quantique. Comment vous pouvez faire? Un matériau fissile, un compteur Gégère, et vous calculez, vous mesurez le temps entre deux désintégrations, entre les émissions. Là, ce sera parfaitement indéterminé. C'est pas qu'il y a des lois que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que là, il n'y a plus de lois. C'est vraiment purement stochastique. Alors, pour expliquer ce que je veux dire, le plus simple, c'est de partir avec un moteur. C'est vraiment très simple. On va prendre de l'essence et on va utiliser deux moteurs différents. Un moteur classique et un moteur pas cher. Le moteur le moins cher chez Porsche, c'est la boîte d'allumettes. Avec une boîte d'allumettes, vous pouvez cramer toute l'essence. Par contre, donc tout va être dégagé en chaleur, tout perd en chaleur, en énergie liée. Et par contre, le rendement va être assez faible. En l'eau, vous faites cramer une saucisse, vous allumez votre clope et vous cramez une saucisse. C'est le mieux ce que vous pourrez faire. Avec un moteur classique, de bon rendement comme celui-là, là, par contre, il y aura un dégagement de chaleur, mais il va y avoir surtout un rendement. Ce rendement, c'est le volant. Enfin, c'est le moteur qui tourne. Et vous pouvez récupérer une énergie cinétique et la convertir à travers la batterie. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est toujours cette même formule finalement assez simple. C'est que l'énergie totale, c'est l'énergie plus l'énergie liée à liée. Donc à gauche, avec ce moteur-là, c'est que de l'entropie, donc c'est que de l'énergie liée. Et avec le moteur, il y a plus d'énergie liée. Il y a un petit peu de perte sous forme d'entropie, d'énergie liée. Il y a quand même un rendement. Voilà, c'est ça que je vais essayer de vous raconter pendant je vais retourner un peu en bleu. Avec des modèles, c'est un petit peu plus. J'essaie de faire sentir la même chose. C'est finalement, on disait qu'on pouvait modéliser, donc c'est des certitudes. On a des choses certaines. C'est ça qu'on va appeler le rendement, et il y a des choses qui sont incertaines. C'est ça qu'on va appeler l'entropie. Bon, jusque-là, ça va. Vous voulez qu'on parle de Bitcoin? Alors, dans Bitcoin, qu'est-ce qui est certain? Qu'est-ce qui est certain? Qu'est-ce qui est incertain? Qu'est-ce qui est certain dans Bitcoin? C'est quoi Bitcoin? Oui, mais un truc vraiment certain. Je parle pas. Protocole. TikTok. Ouais. Non, mais le truc le plus certain, vraiment qui ne changera jamais. Là, c'est des vieilles transactions, c'est la blockchain. Tout ce qui a déjà été écrit il y a longtemps, c'est ça qui changera le monde. Et finalement, qu'est-ce que c'est les incertitudes? Qu'est-ce qui est incertain? C'est toutes ces transactions possibles qui ne sont pas faites. Qu'est-ce qui va passer par la tête d'Alice?
quelle particule, à quel moment, qu'est-ce qui se passe. Ça, on ne peut pas savoir. On va reprendre des analogies super simples. L'arbre, comment il fait l'arbre? Il prend de la lumière et avec la photosynthèse, il va produire une chimie. Quelque chose de... Ça, c'est le rendement. C'est un moteur à fabriquer de la chimie. En gros, il fabrique du sucre. Ce sucre, il peut en faire une macromolécule, la cellulose, et avec cette cellulose, c'est du bois. Il va en faire du bois, et ce bois, il fait de l'arbre. Un arbre, ça fait de l'arbre. C'est ça son rendement. Vous voyez Bitcoin comme un arbre orange. Donc, d'où il tire son énergie, vous avez déjà une petite idée. Qu'est-ce que c'est que son énergie libre, un petit peu chimique qu'il a, et qu'est-ce que c'est que sa structure, qu'est-ce qu'il fabrique à la fin. C'est ça que je veux vous dire, c'est que la description des transactions passées, c'est un rendement. La time chain code pour la structure du graphe des transactions. Les transactions passées créent les transactions possibles. Les transactions certaines créent la situation pour des transactions incertaines à venir. Ça va jusque-là? Oui, ouais. C'est vrai. Bon, c'était pas compliqué là. C'est pas compliqué la Maintenant, on va faire la thermodynamique non linéaire. On rajoute un petit degré de complexité. C'est Prigogine. Ce qu'il dit, je vous le dis, dans un système complexe loin de l'équilibre, non isolé, un apport d'énergie peut mener à la création spontanée d'un ordre. Un ordre qui permet une plus grande dissipation d'énergie encore. Je crois qu'il a été nobelisé pour ça. Et on va mettre encore des ordres. On va changer le mot ordre. Ça ne vous dérange pas? Je mets le mot rendement. La création spontanée d'un rendement. Un rendement qui permet une plus grande dissipation d'énergie en dehors. Quelle folie. C'est quoi les ordres les ordres émergents que vous pouvez voir dans la vie quotidienne? Déjà le moindre siphon. Le moindre siphon dans la vidange, le vasque de la salle de bain. Vous voyez l'eau qui tourne, c'est plus efficace. Les tempêtes sur Jupiter, les courants de convection à la surface du Soleil, le Soleil, une étoile. C'est quoi une étoile? C'est une structure dissipative. Elle est super simple à décrire. Un noyau de fer et des atomes de plus en plus légers. Finalement, la structure de l'étoile est ultra simple. Et ça dissipe de l'énergie. Et alors, le trou noir, c'est une structure dissipative de l'énergie ou pas? Vous allez le provoquer, il va faire sa crise de la cinquantaine de milliards d'années. Parce que pour lui, il y a 3 minutes, il était plus là. C'est pas parce que vous ne voyez pas cette dissipation d'énergie qu'il en dissipe pas. Bon, mais c'est ça, en fait, le guide émergent, l'ordre émergent qu'on voit tous les jours dans notre vie, finalement, c'est la vie. Et alors ça, c'est quoi? C'est un cristal. Un cristal de actine-myosine. Un cristal de actine-myosine qu'on va retrouver dans le muscle strié. Le muscle strié, c'est le muscle du muscle. Et alors le muscle du muscle, enfin le muscle du muscle, ça sert à quoi? Ça va dissiper l'énergie. Et alors maintenant, dans Bitcoin. Dans Bitcoin. Ça, c'est le réseau de minage. Le réseau de minage, qu'est-ce qu'il fait? C'est un système ouvert, il consomme l'électricité, il est loin de l'équilibre. Tant qu'il y a des récompenses et tant que la même poule est pleine, ça continuera à tourner. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des transactions incertaines, il ne connaît pas, et il en fait des transactions certaines. C'est ça son rendement. Ce rendement, c'est l'ordre fabuleux. C'est la blockchain. Le réseau de minage représente une structure dissipative, ouverte, loin de l'équilibre, qui réduit une entropie en augmentant la dissipation. C'est fou comme ça. Bon, maintenant il faut mettre un petit step encore. On va aller travailler un peu plus ce que c'est que l'entropie. Si y en a qui ont du mal à connaître ce concept, on va le décrire assez simplement. L'entropie, c'est une propriété, c'est une caractéristique. Ça nous sert à caractériser une distribution. L'idée, c'est de savoir à quel point c'est difficile de déterminer les différents états. Waouh, comme ça. En gros, il y a des choses qui sont faciles à déterminer, il y a des choses qui sont difficiles à déterminer. Facile à déterminer, il y a un seul truc, difficile à déterminer, comme le dé. Quelle phase du dé? Une pile de jetons fongibles. De combien de façons vous pouvez décrire une pile de jetons? De combien de façons vous la faites, cette pile de jetons fongibles? Vous prenez les jetons, vous les empilez, c'est la seule façon de faire une pile de jetons. De combien de façons vous faites un tas? Il y a plein de façons de faire des tas. Petit tas étalé, plus ou moins étalé, il y en a plein en fait de façons. C'est ça. À l'extrême, prenons un métal précieux, pur, 100%, vous oubliez les inscriptions, la géométrie, vous le refroidissez à 0 Kelvin, vous le laissez au frigo, vous n'y touchez plus. On suppose que tous les atomes de métal précieux sont fongibles. De combien de façons
pouvez décrire un métal précieux comme ça. Il y a combien de façons de le faire? Il y a combien de façons? C'est que des atomes d'argent, tous au même endroit. C'est parfaitement déterminé. L'entropie, nulle. C'est fongible, parfaitement fongible. Une forêt. La forêt du Wakanda. Comment Il y a combien de façons de décrire une forêt? Ouais, c'est impossible. La question, c'est est-ce qu'il y a des poissons dedans? Combien de fois? Une forêt, c'est pas fongible. Je te prête un lingot d'argent, tu me rends un lingot d'argent, je suis content. Je te prête une forêt, tu me rends la forêt. C'est pas la forêt. C'est pas la même forêt. Ah ouais, c'est pas fongible. Donc en fait, il y a des choses qui sont faciles à déterminer, il y a des choses qui sont difficiles à déterminer. Ça va, je peux faire mal, ça. Ce qui est drôle, c'est que passer d'un état facile à déterminer vers un état difficile à déterminer, c'est facile. Pichenette sur la pile de... Et c'est parti, on a un tas de pièces. Passer d'un état difficile à déterminer vers un état facile à déterminer, c'est pas facile. Il va falloir récompiler les pièces. Vous vous rappelez, quand on était étudiant, tout petit, je suis au collège, c'est ça. Le 0 degré centigrade, 0 degré Celsius, on vous disait la glace fond. Je me rappelle, ça m'avait choqué. Comment ça, la glace fond? Non, c'est l'eau qui gèle. Alors, c'est l'eau qui gèle ou c'est la glace qui fond? Non, mais c'est quoi ce truc? Non, c'est la glace qui fond. Pourquoi c'est la glace qui fond ou pas l'eau qui gèle? Parce que la glace, c'est un cristal d'eau. Il y a combien de façons de faire un cristal? Une. Donc, on passe d'un état facile à déterminer vers un état difficile à déterminer. Donc, en fait, à 0 degré, la glace fond. Et elle le gèle. Et ce n'est pas l'eau qui gèle. Parce que passer d'un état difficile à déterminer, il faut avoir toutes les positions de toutes les molécules d'eau, toute leur vitesse. La trajectoire, c'est pas possible. C'est pas dans ce sens-là que ça se fait. Bon, pour les insomniaques, vous pourrez réfléchir à 100 degrés Celsius. C'est l'eau qui boue, c'est la vapeur qui se condense. Vous réfléchirez à... Et c'est ça l'intuition de Eddington quand il parle de la flèche du temps. Il se dit, finalement, en gros, deuxième loge, je sais pas quoi, et il voit que sa montre, elle tombe toujours dans le même sens, il fait le parallèle, génie. Oui. Mais c'est quoi la différence entre le passé et le futur? Ah, il y a ça en réalité. C'est quoi la différence entre le passé et le futur? Non, mais une différence simple. La certitude. Sa certitude, il y a un truc qui manque quoi. Dans le passé, il y a un truc qu'on a et il y a un truc qu'on n'a pas dans le futur. Là, c'est la mémoire de qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle ce qui s'est passé. Mais alors du coup, si vous voulez remonter dans le... Faisons l'expérience de pensée, on essaye de remonter dans le passé. Si vous remontez dans le passé, c'est un passé où vous connaissez, vous avez la mémoire, ou c'est un passé où vous n'avez pas la mémoire? Bon, imaginons un passé où vous avez la mémoire. C'est pas du passé, vous avez remis les conditions initiales, vous n'avez pas changé le problème. Bon, maintenant, vous allez dans le passé, et un passé où vous n'avez pas la mémoire. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Bon, ben, c'est un autre futur. C'est pas du passé. Donc en fait, je m'en fiche du sens dans lequel vous vous baladez dans le temps. Je ne marche pas, mais le sens d'écoulement finalement peu d'intérêt, c'est une condition initiale spécifique et rare. Je sens autant de discussion. Alors, comment on fait pour passer maintenant comment on fait passer d'une forêt qui est difficile à déterminer vers un objet qui est facile à déterminer? De quoi on a besoin? Un tout, on est d'énergie. Ouais, exactement. On va prendre du gasoil. On prend du gasoil et des moteurs. On met le gasoil dans les moteurs et on fait chauffer les pots d'échappement. Cracher de l'entropie dans les pots d'échappement. On est super content. Il n'y a pas de sujet, si vous voulez. Et on regarde. Et la preuve du travail, c'est bien ça. Le petit point, il est là. Alors là, il faut le repérer. Bon, bref. En gros, on voit de l'espace. Bon, on voit l'espace. On voit la mine de l'espace. Bon, du coup, on a dépensé toute cette énergie et on a récupéré des petits morceaux de métal précieux. Est-ce que dans ce métal précieux, il y a une valeur? Est-ce que dans ce métal précieux, il y a une énergie? Alors, comment ils disent les autres? Comment on fait? Comment on appelle une réduction de l'entropie? Est-ce que ça quelque chose? Moi, ça m'a embêté pendant 30 ans, cette histoire-là. Comment on fait pour appréhender cette chose-là? Donc, Schrödinger, lui, il appelle ça, très évidemment, la négantropie. L'entropie, alors, moi, j'ai toujours trouvé que l'entropie, c'était alors. Le Péchalit, il dit pi ordre, un ordre potentiel. C'est très compliqué de définir une réduction d'entropie. C'est pas dans le bon sens. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une énergie libre latente? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Alors souvent, on entend cette question-là, la valeur intrinsèque. On va casser tout de suite les confusions là, sur la valeur intrinsèque, parce que
intrinsic value, la valeur intrinsèque, ça dépend de quoi vous parlez. Il y a la valeur intrinsèque de Graham, qui est des règles comptables pour essayer de se retrouver avec une valeur qui est indépendante des fluctuations de marché. Ou il y a la valeur intrinsèque de Williams, qui est une valeur financière, c'est la somme actualisée de revenus futurs. Enfin, c'est ça les valeurs intrinsèques. Tout le monde mélange tout. Là, vous voyez tout le temps. Bon, on ne va pas parler de valeur intrinsèque, c'est trop, enfin, ça fait trop de confusion. On va parler d'une valeur en soi, en gros du rendement. Bon, est-ce qu'on est capable de tirer de l'énergie sur la value moléculaire? Si on ne peut pas récupérer la moindre énergie, on est vraiment ridicule. Les humains, quoi. Et donc, est-ce qu'on peut tirer de l'énergie d'un lingot? Aujourd'hui, le lingot d'or est inerte, tu ne peux rien en faire, il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie. Un bloc d'argent, vous pouvez tirer de l'énergie? C'est quand même extraordinaire d'avoir autant de concentration au même endroit. C'est ça la réduction d'entropie. Et pas en tirer une énergie. Mais en fait, vous pouvez en tirer une énergie. Vous en faites une pile à concentration différentielle. On fout dessous de l'argent, c'est dessous. Et après, vous trouvez des compartiments avec des concentrations partielles différentes. Et là, vous pouvez tirer une énergie. Je vous rappelle comme ça, juste pour info, que toutes les cellules vivantes de toute la planète, chacune ont, pour chaque espèce de ionique, vont avoir un potentiel de membrane. Et du coup, c'est comme ça que les cellules réduisent leur entropie. Là, elles excrètent le sodium qui est abondant à l'extérieur et elles récupèrent du potassium qui est rare à l'extérieur. C'est assez facile. Les neurones font ça, les muscles tout à l'heure. Vous ouvrez des canaux calcium, en fait, elles chassent le calcium et dès qu'elles ouvrent ces canaux, le calcium rentre, c'est là qu'il y a de la consommation. Bon, finalement, c'était quoi l'intérêt d'avoir réduit autant cette entropie? C'est comme vous avez une entropie nulle, je vous prête un lingot d'argent, vous me redonnez un lingot d'argent, tout le monde est content. Vous faites circuler un lingot d'argent, vous récupérez un lingot d'argent, tout le monde est bien. C'est parfaitement fongible. On a le tampon, c'est parfaitement fongible. Et ce qui est bien, c'est que même 10 ans plus tard, on vous rend le lingot d'argent, il n'a pas perdu son énergie. Il a toujours cette énergie et il a conservé ça. Et c'est ça finalement. Et ça va être pratique, on va pouvoir s'en servir pour faire un réseau des transactions. Vous voyez venir ou pas? Ouais. Eh ben, classons par complexité, par facilité à déterminer et par bruit finalement. C'est les différents H. Il y en a qui sont quand même très faciles à déterminer, il y en a qui sont bourrés de bruit, qui sont complexes. Faisons une petite expérience. H, on les H. On prend un H, on le H. Ce H-là, on le re-H. Et ainsi de suite. Bon, la probabilité d'avoir un H qui correspond à un grand nombre est élevée. C'est facile d'avoir des H de cette forme-là. C'est plus difficile d'avoir des H dont la valeur est faible. Parce qu'en fait, vous avez réduit le nombre des possibles. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le seuil de difficulté de Dulbine, finalement, c'est un seuil qui définit une basse entropie. On réduit le nombre d'arrangements des possibles. Enfin, le nombre d'arrangements possibles. C'était un peu l'énergie chimique de Boltzmann, quoi, comme avec le métal, ça ressemble énormément finalement. Et si on poursuit l'analogie du minage, on pourrait même parler de raffinage quelque part. Si on poursuit l'analogie. Il y en a qui ont la référence d'utiliser ça. Hein. Donc, en fait, donc imaginez que cette énergie libre latente, donc il y a un petit peu d'énergie dedans, dans cette ISO, émis par la transaction Coinbase. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un ISO? De toute façon, il y a quelque chose à faire. Vraiment, tout ce que vous pouvez faire, c'est une transaction. Vous pouvez éclater une transaction. Et avec cette transaction, vous implémentez le réseau du Bitcoin, c'est de faire équipe l'argent. Et c'est ça en fait. Bitcoin consomme son énergie, fabrique cette énergie chimique, c'est l'équivalent du PXO, qui va se conserver, et pour fabriquer le graphe. Le graphe, c'est vraiment le réseau de transactions. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est que la valeur de fabrication des UTXO par minage représente la réduction d'entropie de H, du H d'un bloc. L'analogie avec le raffinage d'un métal précieux. L'UTXO représente un potentiel énergétique qui est capable d'implémenter la structure du réseau de transactions. Et les UTXO, c'est une petite preuve de travail, sont réutilisables. Ça vous savez, mais elles sont réutilisables. Ça va, tout le monde est d'accord? Bon, quelle est la valeur d'un réseau comme ça? Comment on calcule la valeur d'un réseau? C'est intéressant toujours de calculer la valeur de réseau. Je suis sûr que ça vous intéresse tous.
Bon, c'est la valeur de la structure. Alors, c'est quoi la valeur de cette structure? Donc, il y en a un qui a été exposé à ça, c'est Metcalfe. Il fallait qu'il vende un peu son réseau Ethernet. Donc, l'idée qu'il avait eue, c'était de dire que c'était quadratique. C'était que c'était le nombre de nœuds au carré. Il fallait vendre aux premiers, à ceux qui allaient connecter les premiers terminaux sur le réseau, qu'au bout d'un moment, t'inquiète pas, il faut plus d'une masse critique, plus de nœuds, ne vous inquiétez pas. C'est très commercial. Comme discours. On ne sait pas d'où venait son nœud au carré. Mais maintenant que vous êtes des bitcoiners, vous savez que la valeur, c'est du travail. Vous êtes physicien, le travail, c'est une énergie. Et on a dit que l'entreprise, bon, c'était de l'énergie à un facteur près. Finalement, la valeur, c'est une entreprise. Cette entreprise, c'est quoi? C'est la richesse des possibles. De combien de façons vous pouvez décrire le prochain état du réseau? Donc alors, on va essayer de le calculer. Donc le nombre de liens. Comment vous calculez le nombre de liens? Vous prenez tous les alices, tous les bugs, vous les multipliez. Tous les alices, pas tous les bugs. En gros, le nœud au carré, on y est presque. C'est pas exactement ça. On veut, c'est booléen. Il y a un lien ou il n'y a pas de lien. S'il y a un lien ou il n'y a pas de lien, c'est 2 à cette puissance le nombre de possibilités. Et puis l'entropie, bon, je vous épargne le calcul, surprise, c'est finalement on se retrouve avec un facteur, c'est proportionnel à n2. Donc on est retombé sur le truc des Metcalfe. Finalement, il a une super bonne intuition pour vous savez le faire. Tu peux le faire. Et le truc, c'est que quand vous fabriquez un réseau un petit peu au hasard, vous demandez à un ordinateur, vous fabriquez un réseau, vous lui dites le nombre de nœuds en rouge, vous lui demandez le nombre de liens, c'est vous qui les définissez, un petit lien très noir finalement qui relie les nœuds. Donc il y aura un nombre de liens par nœud, et c'est réparti au hasard de façon homogène. Ça, c'est ça les réseaux qu'on appelle des Erdos réunis. Et du coup, vous vous retrouvez avec quelque chose de très très homogène, une distribution parfaitement homogène, comme des dés ou comme un SHA. C'est une distribution homogène. En fait, il se trouve qu'en pratique, les réseaux naturels, là c'était des réseaux artificiels qui ont été créés artificiellement par le hasard. En pratique, les réseaux que vous découvrirez dans le monde, ils ne font pas cette distribution. Vous remarquerez qu'il y a des nœuds qui sont centraux et des nœuds qui sont périphériques. Et en fait, un graphe naturel est soumis à ce qu'on appelle une invariance d'échelle. Certains nœuds seront très très connectés, très peu de nœuds seront très très connectés, beaucoup de nœuds seront très peu connectés. C'est ça la loi de puissance. Donc sur Twitter, il y en a très peu qui ont beaucoup de followers et beaucoup qui ont très peu de followers. Alors du coup, voilà, dans ce monde injuste, le gagnant prend tout, les riches deviennent plus riches, et vous remarquez bien, Satoshi, lui, un jour, il s'est dit qu'il se moquait de la valeur, enfin de la distribution de la richesse. Je pense que c'est une bonne idée. Il n'est pas la peine de s'exciter là-dessus. C'est peut-être pas non plus trop la peine de s'exciter sur la distribution du hash rate dans les poules de minage, parce que de toute façon, ça correspond à une distribution loi de puissance. Ça se voit bien. Donc c'est ça, invariance d'échelle, loi de puissance, Elliptic, Pareto, c'est des mots que vous connaissez, tout le temps. Ne luttez pas, c'est injuste, la vie est comme ça, et c'est pas grave. C'est la distribution normale. En fait, ça dépend du système, il va avoir des contraintes. Le D, le SHA, c'est une distribution uniforme, il n'y a pas de contrainte, tout va bien. Le poids des humains, par exemple, ça va correspondre à une loi normale. Et la richesse, la popularité, ça va plutôt suivre ce qu'on appelle une loi de puissance. Bon, maintenant, le Bitcoin est un réseau naturel, il a été créé naturellement. Est-ce qu'on peut affiner un petit peu? Donc le N2, donc, il y a eu plein de tentatives. On voit qu'il y a des scolaires, N log N. On voit qu'il y a eu toutes sortes de tentatives. Oui, alors c'est quoi la bonne idée? La bonne idée, c'est d'utiliser la distribution de Salis. Il introduit un petit paramètre juste qui permet de coller mieux à une distribution qui est en loi de puissance. L'entropie non extensive de Salis. Alors j'ai une très bonne nouvelle, c'est que l'entropie de Salis, du coup, elle a une valeur de l'entropie va être un petit peu plus élevée, même s'il y a une distribution Elliptic en loi de puissance. Elle est bullish. C'est mieux. En fait, en vrai, c'est mieux. Alors, je sais que ça intéresse tout le monde, souvent le prix de la variation. Allons sur ce sujet-là. La variation quotidienne pour déterminer la valeur de clôture du jour. Quelle est la meilleure donnée à prendre, la meilleure feature à prendre? C'est la valeur de clôture de la veille.
pense que c'est une très bonne façon de mesurer les choses. Là, vous voyez, c'est le rendement sur un GP des derniers mois. Globalement, c'est quand même très bien centré sur la valeur de la veille, plus ou moins une variation. Ça, c'est sur la dernière année, ça, c'est quand même luxembourgeoise. Hein. Et alors, ça s'appelle une distribution. Non, Invitel, c'est plus. La distribution normale, c'est celle du milieu. Je reconnais, elle est un peu dégueulasse, mais c'est la distribution normale. La distribution Invitel, comme on a là, c'est une distribution lepto-pure positive. En fait, il faut imaginer que vous l'attrapez, vous la pincez vers le haut et elle garde des queues épaisses. C'est ça, Invitel, des queues lourdes. Donc ça, en data science, ça doit vous faire penser que votre modèle, il est imprécis. En fait, la valeur de la veille, ça ne suffit pas à expliquer la valeur. Il manque des données, il faut complexifier un peu les choses. Donc, il y a toutes sortes de manières, donc c'est la colonne de gauche, il y a toutes sortes de manières, toutes sortes de modèles qui peuvent vous aider à complexifier un peu votre modèle, augmenter la complexité du modèle pour avoir un petit peu plus d'informations. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, toutes ces méthodes, vous pouvez, depuis une vingtaine d'années, les remplacer, souvent avantageusement, par des études qui sont basées sur l'entropie. Prenez vite la photo. En fait, le plus intéressant, c'est d'en garder deux. Donc pour les modèles autorégressifs, la multiscale entropie ira très bien. Et pour les réseaux neuronaux récurrents, le transfert entropie marche très bien. Ce qui est bien avec la transfert entropie, c'est que vous pouvez aller chercher d'autres séries temporelles qui peuvent être causales, qui expliquent. C'est causal, c'est pas corrélation, c'est vraiment causal. Et vous pouvez expliquer, donc, par exemple, quelle série temporelle vous pouvez utiliser pour expliquer la série temporelle de la variation du cours. Par exemple, les gains et pertes non réalisés des STH. C'est très causal. Très rigolo, parce que c'est vraiment pour s'amuser. La simple entropie. Donc en gros, on va essayer de déterminer, enfin de mesurer l'indéterminabilité du cours. Alors vous voyez que ça c'était le range de l'été, quoi. Et puis le range qui a continué jusqu'à l'automne. Vous avez suivi, j'imagine. Il s'est passé quelque chose en plein milieu de l'été, fin juillet, où l'indétermination, le côté indéterminable du cours, malgré un cours qui range, est parti au plafond. Plafonné, c'est septembre-octobre. Et début novembre, il y a un événement qui fait que ça chute d'un coup. Ça redevient beaucoup plus productif. Vous avez une idée de... C'était les élections début août, c'était le yen. C'est le yen. C'est la Il y avait le carré trade. Un mois. C'est peut-être Trade, ouais. c'est possible. Moi, je pensais que c'était pas. Ouais. La photo des élections américaines. Après, je vous avoue que cette courbe, elle est un petit peu filtrée pour coller au modèle. Elle est un petit peu cachée. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps parce que en fait, je suis daltonien, j'ai mis un temps fou à faire cette... J'ai mis toute la nuit à faire cette slide, je voulais absolument la faire. Donc à gauche, je vous ai mis... Bon, je ne vois pas mieux sur l'écran. Sur la partie gauche, des boules vertes, donc faible entropie. Au milieu, des boules rouges, faible entropie. Et un mélange de boules rouges et de boules vertes, donc beaucoup plus forte entropie. On est d'accord là-dessus. La mesure de l'entropie est arbitraire et subjective. Ça dépend des outils de mesure qu'on a, ça dépend de sur voit. Et alors tout à l'heure, on essayait de chercher là, la façon de mettre calf, ou juste en sachant, calculant un peu l'entropie simple, on essayait juste de savoir si Bob et Alice allaient rentrer en contact. Il y allait avoir un lien entre les deux. Mais il y a un sens. C'est quand même intéressant, parce que c'est Alice qui donne à Bob ou Bob qui donne à Alice. Il y a la même chose. Et puis combien? Si ça te chie, c'est pas la même histoire. Ah ouais. Et puis il peut y avoir des attributs sur les deux, il peut y avoir il y a toutes sortes de transactions différentes. Il peut y avoir des attributs sur ces... Et donc on augmente la complexité. Alors pourquoi les super apps? Pourquoi on court après les super apps? Parce que ça augmente encore la richesse des fossiles. Donc en fait, c'est ça l'histoire. C'est que la valeur d'utilité du réseau est liée à l'ensemble des possibilités de lien avec les autres utilisateurs. Donc, selon la distribution en loi de puissance, qui est décrite par l'entropie non extensible de la service. Et selon les attributs qu'on pourra rentrer dans. Et c'est cette phrase-là que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'entropie du réseau de transactions représente plus la richesse des possibles que les désordres. Tout à l'heure, on disait que
L'entropie, c'était la mesure du désordre. Non, on oublie la moralité, on oublie la fin du monde. L'entropie, c'est la mesure de la richesse des possibles. L'entropie ne peut que croître, finalement. On a vu qu'il pouvait y avoir un ordre spontané. La flèche du temps, il croît dans les deux sens. La fin du monde, c'est le chaos, la vision morale, c'est on oublie, ça sert à rien. C'est pas forcément la distribution homogène qui garantit l'entropie maximale. Ça peut être tout simplement toute distribution selon les contraintes du système. L'entropie peut être maximale, indépendamment de ça. L'entropie n'est pas une propriété physique intrinsèque et objective, c'est arbitraire et observateur dépendant. Et alors, ce que je préfère, c'est ça, c'est l'opposé de l'entropie. Ça m'a posé la question de longtemps. Est-ce que c'est l'ordre potentiel de Chalice? Est-ce que c'est la négantropie de Schrödinger? Non, c'est le yield, c'est le rendement. Que ce soit un moteur, un modèle, Bitcoin, c'est le rendement de sa vie, pardon. C'est très cool. Super. Le contraire, donc si, disons qu'à 0 degré, la glace fond ou l'eau gèle, qu'est-ce qui t'a fait penser à voir le rendement du possible versus le calcul du désordre potentiel dans ce résultat? Dans le problème de 0 degré Celsius? Non, justement ici, quand on extrait le potentiel d'un système anthropique, qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Je sais pas si Si j'en sors de la présentation, c'est qu'on peut regarder ça comme une mesure de calculation du désordre, du chaos dans un système. Non, le nombre des le nombre des possibles. Le nombre des... Oui, c'est ça l'entropie, c'est le nombre des possibles. Oui. Or, à la fin de la présentation, on en sort qu'en fait, on peut regarder ça comme l'exemple de la glace et de l'eau. Du contraire, c'est en fait... Parce que c'est beaucoup plus fréquent. Il y a des choses qui sont très fréquentes. Ouais. Il y a beaucoup de solutions, ça va être une parmi celles-là. Par contre, la glace, il n'y a qu'une seule façon de faire la glace. En fait, c'est un événement très rare. Oui. Que ça soit sous forme de glace, il a fallu de multiples conditions pour arriver à cette condition unique. C'est vraiment la pièce qui est tombée sur la tranche, c'est des choses, c'est improbable en fait. Ok. Un glaçon, c'est improbable. C'est Ouais. beaucoup moins probable que de l'eau. Oui. Parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'arrangement, il y a beaucoup plus de possibles dans quelque chose de mélanger. C'est ça, et c'est ça l'essentiel de l'entreprise. Ça, c'est Boltzmann. Si j'ai bien compris, donc l'entropie du Bitcoin, c'est la mesure des possibles. Donc, L'entropie du réseau. du réseau. Ouais, Bitcoin réseau. Oui, réseau. Bitcoin, Et donc, la valeur du réseau Bitcoin, c'est son rendement. Et son rendement, c'est sa capacité à faire des transactions passées. c'est sa structure. En fait, Quand tu dis la valeur du réseau Bitcoin, c'est le rendement. C'est le rendement de faire quoi? Des transactions imagine que tu mets de l'énergie, tu fabriques des UTXO. Avec ces UTXO, tu en fais un graphe. Ces UTXO, c'est des petites. Tu vois le petit dessin, Ouais, c'est ça. des preuves de travail réutilisables. Ouais. Il y a de l'énergie dedans. Ouais. Avec ça, tu peux faire des transactions. Ouais. Tu fabriques une structure. Cette structure, ça va te donner toutes les transactions certaines. Et ça donne la possibilité de toutes les transactions qui vont arriver. Et en fait, plus il y a des transactions possibles, plus ça a de la valeur. Plus ça fait monter le prix de Bitcoin. Plus... Donc, c'est l'analogie, comme la loi de Metcalfe, de quand on a un réseau de téléphones, il y a de plus en plus de téléphones qui peuvent appeler d'autres téléphones. Parce qu'il y a plein de choix possibles. Ouais, ok. Le téléphone, c'est Bell. L'histoire incroyable de Bell, c'est... Bell, en fait, il est inventeur du téléphone. Chez lui, il y avait sa mère et sa femme, et elles étaient sourdes toutes les deux. C'était trois. Quelle solution. Non, mais c'est ça, avec plein d'ordinateurs. Plus il y a des ordinateurs qui sont connectés, plus ça a de la valeur. Si tu es tout seul à avoir un téléphone, ça a de la valeur. Pour un crypto trader, surtout moi l'outil être en recherche de cette entropie, pour maximiser son espérance de gain.
Oui, en fait, il y a des moments, c'est un petit peu comme la vidéo. Donc, c'était ça l'histoire de. Concrètement, Je pense que tu peux trader sans te poser toutes ces questions. Je me suis perdu. C'est ça. mais En fait, il faut imaginer qu'il y a des moments, tu vois, tu veux prévoir la météo de demain, il fait grand beau, grand anticyclone, tu es tranquille, tu sais que demain il va faire beau. Il y a des moments, il y a des masses nuageuses à 1000 km à la ronde, tu sais que demain il va pleuvoir. Puis des fois il y a du vent. Tu ne sais pas si demain il va pleuvoir. C'est ça, la sample anthropique, une façon de faire, tu peux juste savoir si c'est très prédictible ou peu prédictible. Et du coup, les moments prédictibles, ok, tu peux jouer, mais il y a des moments où c'est beaucoup moins prédictible. Je pense que c'est peut-être pas le moment de jouer le malin. et c'est relativement facile de faire des queries sur la blockchain. Là, ça n'a pas de rapport. Ça, ces valeurs-là, c'est des time series. C'est des time series. Tu prends les séries temporelles. Tu prends les séries temporelles, le cours de clôture. Ça, Pas besoin d'aller taper la blockchain. bah, ça vient de là. Hein. Enfin, non, ça, c'est d'autres valeurs, le cours de clôture. Le cours de clôture, tu vas lié à la blockchain. Mais après, il y a énormément de métriques on-chain. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, vous pouvez aller chercher surtout. On peut interroger facilement une blockchain. Il n'y a pas besoin. En fait, sur la blockchain, vous avez énormément de métriques sur Glassnode, sur l'équivalent. Vous pouvez avoir énormément de séries temporelles. Et ces séries temporelles vous encouragent à aller chercher à faire des maths de transfert anthropique. Oui, comme ça. Genre, la plupart, c'est pas tout, mais vous pouvez faire des maths. Et en fait, avec ces maths, vous pouvez croiser des choses. Et donc, qu'est-ce qui est causal avec ça? Et ça, c'est super intéressant. Et en fait, jusqu'à ce que vous ayez un aspect, vous devez avoir un aspect à la fin, si votre modèle est fou, vous devez avoir un aspect normal. Vous devez avoir une prédictibilité normale. Ça veut dire que votre modèle il est bien fait. D'accord. Mais pour les Vous livres, pouvez y arriver. d'aller adresser vers un livre, en tout cas. Bah, il y a des agrégateurs de données donc qui les vendent. CryptoQuant, Glassnode, je ne connais pas tous. Et ça, vous avez des séries temporelles pour les payer. Il y a certains sites qui le font de façon gratuite. Et vous pouvez récupérer des séries temporelles qui sont, et certaines sont causales, elles sont corrélées, d'autres sont. Et si vous utilisez l'anthropie, vous aurez carrément une causalité. C'est super. Concrètement, comment tu as construit la courbe verte? La courbe verte, c'est le transfert d'anthropie. Je ne sais pas ce que j'ai fait après, parce que j'attendais un truc, mais qu'est-ce que ça fasse S'il vous plaît, on s'entend que ça colle un peu aux données pour avoir un narratif. Quoi. C'est un petit peu, c'est un petit peu cheaté. C'est un petit peu overfit. C'est bon, ça m'amuse. Une question. Si j'ai bien compris, l'entropie, c'est la mesure du possible, donc c'est plus dans le futur, la mesure du possible. Bah, c'est les possibilités de transaction. Plus il y en aura, Oui, mais futur, incertaine. Ok. Est-ce que tu fais un lien par rapport à l'adoption, parce que la mesure des formes, c'est aussi une fonction d'une adoption où c'est calculage, Le nombre de textos, de nœuds, et donc dans le futur par rapport au cas d'usage futur et l'adoption future, est-ce que tu fais un parallèle, on parle souvent d'une réseau Bitcoin avec un parallèle de l'adoption du téléphone, de l'Internet, est-ce qu'il y a des choses à prendre jusqu'au là? Alors, la courbe d'adoption, par exemple, tu peux regarder le nombre d'adresses. Historiquement, ça avait plutôt une croissance au cube, le nombre d'adresses. Là, c'est moins fort. C'est plus au cube. Et pour regarder le nombre d'adresses, au début, c'est vraiment au cube, on sait que c'est au cube. Là, c'est moins. La pente est moins forte. C'est pas ça. Ok. Encore une question? On te remercie. Bravo, Merci. Non, c'est ça, en fait. Bonjour à tous. Une petite minute. Ouais, c'est vraiment 2 minutes. Non, je voulais faire une petite présentation, rapidement. Attendez, est-ce que c'est dans le. On a pris l'habitude, hein, comme on a à côté. Oui, ça, comme la cerise, c'est un excellent gâteau. Et encore la cerise, ça va vraiment être rapide. Non, je voulais parler d'un bouquin. Un bouquin que je vais finir il n'y a pas si longtemps que ça. Mais de toute façon, beaucoup moins préparé, parce que j'ai encore mes notes sur mon téléphone. Ouais, bah, on est dans les classiques. Ouais.
mais très intéressant. Attendez, parce que je n'ai pas trop en tête. Je suis en... Tac, tac, tac. Ouais, je vous parlais de l'état d'Ophia, écrit par un fou qu'on appelle Thelminus. C'est le deuxième volet. Le premier volet est, je pense, plus connu de la plupart des gens ici. Le premier, c'est donc, alors l'étalon Bitcoin, pas Bitcoin standard en anglais. Alors, pourquoi je vous parle et recommande ce livre ce soir, c'est car je pense, bonne entrée dans la compréhension de la monnaie fiat. Si vous êtes là ce soir, je suppose que c'est Bitcoin, on est sur ce thème-là, et la plupart d'entre vous le voient comme une solution. Et j'estime qu'il est important aussi de comprendre un peu le problème. Monnaie fiat. En tout cas, c'est ce que dénonce l'auteur. L'auteur nous montre dans ce livre une vision de la monnaie fiat qui n'est pas juste de l'argent, mais une arme économique et politique. Il en énonce ses conséquences diverses. Donc, il y en a plusieurs. Il parle de l'agriculture, de l'alimentation, de l'éducation, l'architecture. Elle est bon. Donc voilà, il dénonce un peu tous les problèmes dans le système dans le système dans lequel on est aujourd'hui. En l'opposant donc avec Bitcoin, plus décentralisé, avec une meilleure souveraineté, a priori. Voilà. Donc c'était juste pour ça. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille. Et vous pouvez le trouver à Bitcoin Bazar, une boutique pas loin d'ici. Je pense que tout le monde la connaît. Hein. 27 rue Eugène Carrière. Voilà, si vous On n'a pas d'intérêt, on n'est pas en train de vendre. Exactement, j'ai pas été payé pour une convention, c'est juste pour soutenir un peu les cas de boutique Bitcoin. Voilà. Et à lire. Très bien. Merci à tous. Merci. Bitcoin.fr aussi qui nous filme et merci bien d'être présents. On passe à l'invité.